avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup, bonsoir. Merci d'être là, président du Rassemblement national, député européen. Alors, il y a plein de choses. On va parler de plein de sujets ce soir. Déjà, comment va Marine Le Pen? Ça va? Elle va bien. J'ai vu qu'elle avait très bien. elle avait beaucoup réagi. On va en parler dans un instant à l'affiche de la LFI. Ouais. Qu'elle avait réagi également à la fermeture de C8. Qu'elle réagit à de nombreux sujets. Elle n'a pas encore réagi à la nouvelle coupe de cheveux de Jordan. Ça ne saurait tarder, nous attendons son tweet. Non, mais c'est vrai. Mais c'est surprenant quand on... Oui, mais bon, je veux vous dire, ça va marquer les esprits, croyez-moi. Ça, c'est clair. Il bouscule les codes. Il bouscule les codes et c'est comme ça qu'on l'aime. Alors, c'est quoi les actus qui vous ont le plus marqué ces derniers jours, Jordan Bardella? Bon, c'est l'actualité internationale. Ça fait 15 jours que je pense que les Français sont inquiets de voir un monde sans dessus-dessous. Et en entendant le président de la République, qui est censé être le garant de l'image de la France, de la sécurité nationale, de la voix de la France dans le monde, je crois ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc évidemment, l'actualité internationale est extrêmement marquée. Et puis maintenant, dans quelques jours, je me rendrai en Israël pour aborder notamment le sujet de la lutte contre l'antisémitisme. Justement, comment s'est passée cette invitation? Je voulais savoir, Jordan Bardella, parce que vous êtes deux à être invités, vous et Marion Maréchal. Alors, il y a plusieurs mouvements patriotes du Parlement européen qui sont invités. Moi, j'ai été invité par un ministre du gouvernement israélien à intervenir à cette conférence pour évoquer notamment le sujet de la recrudescence de l'antisémitisme en France, en Europe, et notamment depuis le 7 octobre. Donc, voilà, je vais en toute transparence faire un état des lieux de ce qui est en train de se passer. Avec aussi, il faut le dire en France, la complicité de la gauche. Et on l'a vu d'ailleurs sur l'affaire de l'affiche, bien sûr. On va en parler dans un instant. Mais juste, est-ce que vous vous rendez compte, ce qui est incroyable, c'est un truc qui ne serait jamais arrivé il y a quelques années, que le Rassemblement national soit invité en Israël. Comment vous expliquez ça, Jordan Deluxe? Jordan Deluxe. Excusez-moi, Jordan Bardella. Oui, comment vous expliquez ça? Je pense que ça confirme la place nouvelle de notre parti politique sur l'échiquier mondial, sur l'échiquier européen. Le fait qu'on soit aujourd'hui identifié comme un mouvement politique qui peut potentiellement succéder à Emmanuel Macron. Et surtout, je pense que notre rôle comme grand parti politique ayant vocation à prendre le pouvoir en France, c'est de dialoguer avec toutes les nations du monde qui luttent contre le fondamentalisme islamiste, qui luttent contre le terrorisme. Et il se trouve qu'Israël a été touché dans sa chair par le terrorisme islamiste depuis plusieurs années, encore plus depuis le 7 octobre, en vivant dans sa chair et le même jour à la fois son 11 septembre et son Bataclan. Et donc, je pense qu'on a une place nouvelle aujourd'hui dans la scène internationale. Et on est identifié par beaucoup de pays, par beaucoup de démocraties, comme étant un mouvement politique aujourd'hui capable de répondre aux aspirations des Français. Et je pense de succéder à Emmanuel Macron. Alors, vous savez qu'il y a un monsieur ici qui s'appelle Thomas Guénolé qui, lui, a fait un livre pour supprimer le Rassemblement national. Ma question ne porte pas sur ça ce soir. Non, mais oui, mais on peut en parler. Bien sûr, on peut. Ouais. Est-ce que vous l'avez Vous n'aimez pas la démocratie? Ah si, j'aime beaucoup, mais il se trouve que... Vous supprimez un parti qui fait 37% des voix. Oui, parce que vous remplissez les critères de l'interdiction d'un parti politique dans le cas de l'incitation à la haine, parce que vous, personnellement, d'ailleurs, vous parlez de submersion migratoire. Oui, vous désignez une catégorie de population comme étant des envahisseurs envers les Français, et ce faisant, donc, vous êtes dans l'incitation à la haine. C'est mon analyse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Mais j'aurais une question, vous évoquez votre déplacement en Israël. C'est une question très précise. Vous étiez à la France Insoumise avant? Oui, je vois. Il dit qu'il ne voit pas le rapport. Et donc, non, mais c'est bien de savoir avant d'aller... d'où on parle, mais vous l'avez quitté, c'est tout à votre honneur. Donc moi, ma question, c'est, avant d'aller en Israël, est-ce que vous allez, oui ou non, exclure du Rassemblement national le député Frédéric Boccaletti, qui est l'ancien propriétaire d'une librairie antisémite? C'est faux. Si, il est l'ancien. Non, je vous certifie. Non, c'est spécialisé dans la vente d'ouvrages antisémites et négationnistes. Il y a eu plusieurs sorties presse que je vous invite à consulter. C'est une librairie qui s'appelait la librairie Antinéa, du nom d'un livre de l'écrivain antisémite Charles Maurras.
Et dans les livres, vous avez des livres du négationniste Roger Garaudy. Et donc je vous repose la question, allez-vous exclure du RN? Parce que vous dites que vous êtes sérieux sur l'antisémitisme. Je n'ai pas de problème avec ça, je ne demande qu'à vous croire. Est-ce que vous allez l'exclure de vos rangs? La différence, c'est que vous avez été pendant très longtemps, et je pense que vous l'êtes encore, un soutien de M. Mélenchon. Pas du tout, j'ai été à la FI vous avez au été à la total France 1 an et demi dans ma vie. vous avez été à la France Insoumise. Il se trouve que Pendant le un an et mouvement demi, politique qui est invité en Israël aujourd'hui, c'est le mien, c'est pas Oui, mais le je vous ai vôtre. posé une question. Celui de M. Mélenchon. Mais vous affirmez des choses qui sont fausses. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui considèrent que le Rassemblement national est aujourd'hui un bouclier face à l'idéologie du Hamas qui non seulement a tué en Israël, mais qui est en train concrètement et au quotidien de menacer la sécurité de nos compatriotes de confession juive. La participation de Marine Le Pen à un bal interne dont une organisation participante était interdite aux Juifs. Ça ne vous pose pas de problème non plus. Moi, ce qui me pose, mais c'est ça que je ne comprends pas. Moi, ce qui me pose problème, déjà, je ne vais pas faire un... Non, je vous pose des questions. Mais je ne vais pas faire un débat avec vous. C'est pas un débat. Moi, ce qui me pose problème, c'est que vous balanciez des informations qui sont de la celle-là, elle est sourcée. Là, on a des photos. D'abord, sont fausses. Non. Et deuxièmement, Marine Le Pen, Nobel de Vienne, non, c'est pas vrai. Pardon, c'est pas vrai. Je peux vous répondre. Mais ça, c'est pas vrai. Je peux vous répondre. Vous revendiquez de vouloir interdire un mouvement politique qui a fait 37% des voix lors des dernières élections. Donc, vous pouvez rester, si vous voulez, dans vos fiches, mais si vous ne voyez pas que ce qui menace aujourd'hui la sécurité de nos compatriotes de confession juive, qui fait qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui fuient la Seine-Saint-Denis parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes, qui ne peuvent plus porter la kippa dans certains quartiers de notre pays. C'est précisément le fait du fondamentalisme islamiste. Et vous ne répondez pas à ma question, c'est un problème. Mais je fais la réponse que je veux. Oui, mais vous ne répondez pas à la question. À partir du moment où vous considérez que je ne devrais même pas être sur ce plateau parce que je ne devrais même pas pouvoir représenter mon mouvement politique qui devrait être interdit. Là aussi, je ne vais pas répondre à votre question. Vous affirmez des choses qui, en l'occurrence, s'agissant du député que vous avez mentionné, sont fausses, archi-fausses et qui ont été démenties. Et Marine Le Pen au bal en question, ça ne vous dérange pas? Mais quel bal? Le bal des corporations étudiantes d'extrême droite à Vienne, lors duquel une organisation participante est interdite aux Juifs. C'est 2012. C'est là, 2012, largement documenté, et on a des photos. Mais Monsieur Guénolé, je pense que et après, vous allez lutter contre l'antisémitisme. Je pense que ce qui vous dérange, à la période où vous étiez à la France Insoumise, ce qui vous dérange, c'est qu'il y a aujourd'hui des Français qui considèrent que le Rassemblement national est une alternative politique crédible pour protéger la sécurité des Français, la sécurité de tous les Français. Et il se trouve que si précisément nous sommes invités à évoquer ce sujet de l'antisémitisme dans quelques jours en Israël, si je suis invité comme président d'un mouvement politique qui a fait 37% des voix lors des dernières élections, c'est parce que nous représentons aujourd'hui, c'est vrai, un mouvement politique qui a vocation à protéger les Français et que peut-être, ne vous en déplaise, il y a des gens dans notre pays qui sont d'accord avec notre discours. Et quand je vois le discours qui est tenu par vos amis de la France Insoumise, qui depuis le 7 octobre justifie les atrocités du Hamas, considère que le Hamas n'est pas une organisation terroriste, mais un mouvement de résistance, je me dis peut-être qu'on vit dans deux mondes différents, mais peut-être sortez de Paris, et vous n'avez pas répondu à ma question, et allez rencontrer les Français, voilà. Et vous verrez que la réalité sera je vis dans un quartier populaire, et deux, vous n'avez pas répondu à mes deux questions. Moi, Jordan Bardella, moi, c'est comme ça tous les soirs. Tous les soirs, c'est insupportable. Ah non, mais c'est insupportable, moi, c'est comme ça tous les soirs. Mais la différence, c'est que lui, il veut vous interdire de vous exprimer, et que nous, avec les gens de gauche, on ne veut pas les interdire de s'exprimer. C'est ça la différence. Vous avez écrit un livre là-dessus. J'aurais fait de vous interdire, vous, non? Non, mais pas moi. Il parle de vous, il parle de Jordan. Oui, mais j'ai expliqué pourquoi. Il n'a pas répondu là-dessus non plus, mais c'est pas grave. Oui, mais donc voilà. Non, mais c'est vrai que vous êtes libre de votre parole. Mais moi, en fait, si vous voulez, vous pouvez interdire qui vous voulez. La différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai été élu. Oui, c'est bien. Et qu'il y a 37% des Français qui ont voté pour mon mouvement politique, pour nos candidats, et des millions de Français qui ont voté pour moi lors des élections européennes. Donc présentez-vous, faites-vous élire, et ensuite vous donnerez des leçons de démocratie. Pourquoi vous avez signé vos agendas, monsieur? Pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce qu'il y a? Si ce n'était pas pour les remettre à la justice, pourquoi vous avez signé vos agendas? Qu'est-ce que vous racontez? On n'entend pas. Je ne comprends pas ce que vous dites là, franchement. Je disais. Non, mais c'est pas une interview de Thomas Guénolé. Non, mais je pose la question. Pourquoi vous avez signé vos agendas si ce n'était pas pour les remettre à la justice? Juste, Thomas Guénolé. Dans l'affaire des emplois fictifs, j'ai pas compris ça. Vous signez vos agendas, vous? Dans l'affaire des emplois fictifs? Oui. Au Parlement européen? Oui, je ne suis pas concerné par l'affaire. Si, il y a une pièce qui vous concerne. Et ma question, c'est pourquoi vous avez signé vos agendas? Jordan Bardella. Non, vous n'êtes pas du tout accusé. Mais il y a une pièce qui vous concerne. Pourquoi vous l'avez signé? Thomas Guénolé, juste, c'est pas une interview de Thomas Guénolé ici. Non, et je vous le dis, non, sur l'affaire des emplois fictifs, Jordan Bardella n'est pas du tout. Je sais pas ce que j'ai dit. Oui, bah donc oui, c'est ce que vous venez de dire. Je dis que vous venez de dire il y a un instant. Non, je dis que vous avez signé des agendas antidatés. Et pourquoi vous les avez signés? C'est ça que je comprends pas.
savez, je ne Il y a des personne comprend, à agendas. part Non mais je vous. vous dis, il y a des agendas mais antidatés qui ont été produits à la justice avec vos signatures dessus. Pourquoi vous les avez signés s'ils étaient antidatés? Vous demanderez à la justice. Voilà. Non, c'est lui qui les signe, c'est pas la justice. Oui, Je oui, vais essayer de sauver Ce qui veut Thomas dire que Guénolé. Vous essayez, Kostka, vous essayez si on était essayer de interdit, sauver monsieur Thomas s'ennuierait. Ah bah oui, c'est sûr. Pas vraiment. Justement, Juste, Géraldine, parlons de l'avenir Vous judiciaire vouliez de faire quoi? Marine Vous Le voulez Pen. faire quoi? Sauver, mais je ne vais pas réussir. Sauver qui? Non, là, c'est Thomas Jordan Bardella que vous Guénolé, êtes mais je en train n'ai de pas sauver, parce que Sauver sur Thomas cette Guénolé. question-là, il y a un Non, mais problème. question- Il faut sauver le soldat Guénolé. Non, Allez. non, justement, non, mais pas du tout. très bien de quoi je L'avenir parle. judiciaire de Marine Le Pen, puisque justement le jugement pour détournement de fonds européens sera rendu le 31 mars par le tribunal correctionnel de Paris. Donc il va y avoir un résultat, un verdict, d'accord? Peut-être qu'il y aura un appel, sans doute, ou de elle ou du parquet. Après l'appel, c'est long, plusieurs mois. Donc en fait, il y aura le résultat de l'appel, ce sera peut-être en janvier 2027. Pourquoi vous n'allez pas à l'élection présidentielle? Moi, personnellement Bah oui. Mais non, mais. Mais je veux dire, Est-ce que c'est pas prendre un risque Non. pour le Rassemblement national? d'abord, de je veux laisser dire, moi, je ne me Marine mets Le pas dans le scénario ou dans l'hypothèse où Marine Le Pen serait condamnée. Pourquoi? Parce qu'elle est innocente. Et que, en réalité, les procès que nous subissons, notamment dans cette affaire, relèvent de considérations politiques. On ne parle pas d'emploi fictif, on ne parle pas d'enrichissement personnel, on entend souvent circuler des montants dans la presse de plusieurs millions d'euros. On parle d'un désaccord administratif sur la façon dont ont travaillé les assistants parlementaires. Donc, nous avons démontré nos arguments. S'il devait y avoir une décision qui n'était pas conforme à ce que nous croyons être notre bonne foi, il y aura un appel. Et Mais point l'appel, final. le temps judiciaire Mais est long. je ne me mets pas, L'appel, pour ce répondre à sera votre 6 question, mois, 8 mois je ne me mets après. pas dans cette hypothèse. De toutes les façons, Marine Le Pen pourra se présenter s'il n'y a pas. Oui, mais ça ne va pas l'handicaper? Vous ne pensez Non. pas que vous êtes le mieux placé, Non. vous, Non. justement, pour le Je parti? ne me mets pas dans cette hypothèse. OK. Non, c'est de toute façon, c'est un binôme, de toute façon, Jordan Bardella, avec Marine Le Pen. Oui, et puis nous avançons ensemble, main dans la main, parce qu'on est conscient que sur je dirais sur le combat que nous portons, il y a l'espoir de millions de Français. Et ce que je déplore, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours dans l'actualité? Moi, ce que je remarque, c'est qu'on ne parle plus du quotidien des gens. C'est-à-dire qu'on ne parle plus du pouvoir d'achat, on ne parle plus des factures d'électricité, on ne parle plus des nouvelles taxes sur le carburant que s'apprête à mettre en œuvre la Commission européenne et qui, d'ici à 2027, va renchérir de 10 € tous les pleins de 45 litres. Ça, c'est ce qui est en train de se mettre en place avec la complicité du gouvernement et de la Commission européenne au moment où on se parle. C'est la question de l'insécurité, c'est la question de l'immigration qui est devenue hors de contrôle. Et c'est vrai qu'on a passé une année 2024, on a beaucoup parlé du quotidien des gens parce qu'il y a eu des élections, mais pendant que, effectivement, on parle d'autre chose, eh ben, les gens qui nous regardent ce soir, ils ont toujours de plus en plus de mal à remplir leur caddie. Et n'oublions jamais qu'il y a un Français sur deux qui est à 10 € près quand il fait ses courses. Et moi, je me bats précisément, et c'est pour ça que je fais de la politique, pour régler les problèmes des Français. Et je crois que nous représentons chaque jour davantage un espoir pour des millions de Français qui se disent « Mais est-ce qu'enfin, un jour, à la tête de l'État, on va avoir des dirigeants politiques qui nous aiment, qui nous respectent et par-dessus tout qui nous considèrent ?» Jordan Bardella, juste aujourd'hui, avec la situation politique en France, est-ce que les choses avancent? Rien n'avance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous allez on faire? sort d'une séquence électorale Ah oui. où nous avons, et d'ailleurs on parle beaucoup de démocratie, mais on est dans un pays où notre parti politique a gagné les élections. On est arrivé en tête du premier tour, on est arrivé en tête du deuxième tour, on a fait 37% des voix au second tour des élections législatives, qui est un score, je le dis, qu'aucun parti ne fait dans aucune démocratie occidentale. Et ceux qui arrivent en tête des élections n'ont rien, et ceux qui sont arrivés en dernier, notamment les Républicains, eux, se sont retrouvés à la tête du gouvernement et à la tête de l'État. Donc cette situation, elle ne peut pas durer. Et moi, j'ai le sentiment que notre victoire, elle n'est que différée. Et je veux dire à tous les Français qui nous ont accordé leur confiance, à tous les patriotes, à tous les amoureux de la France, qu'ils viennent de la droite, de la gauche ou d'ailleurs, restez mobilisés parce que l'après-Macron se prépare dès maintenant et que dans 2 ans, Emmanuel Macron n'est plus là. Donc s'il n'y a pas de nouvelles élections avant, et moi je souhaite qu'il y ait de nouvelles élections législatives, eh bien maintenant il faut se préparer à redresser le pays. Ça ne sera pas simple, mais je peux vous assurer que si c'est possible partout ailleurs dans le monde, alors c'est aussi possible en France. Juste, Jordan Bardella, aujourd'hui, c'était plutôt un mal pour un bien que vous ne soyez pas Premier ministre dans la situation dans laquelle vous auriez été? Non, je ne crois pas. Parce que je pense que chaque jour qui passe, c'est un jour de souffrance supplémentaire pour les Français. Et en réalité, il y a beaucoup de gens qui peut-être d'ailleurs même de bonne foi se sont fait duper par ce front républicain qui a consisté à tout faire pour m'empêcher de devenir Premier ministre. On a vu
Emmanuel Macron et Gabriel Attal appeler à voter pour les candidats antisémites de la France Insoumise. On a vu la France Insoumise, qui n'a jamais eu de mots plus durs contre Emmanuel Macron, retirer ses candidats pour appeler à voter pour les macronistes. Et au final, pourquoi ? Pour avoir une situation de blocage politique, de blocage démocratique, qui ne débouche sur rien. Et ma frustration vient du fait que je voulais pas le pouvoir pour le pouvoir. Je veux le pouvoir pour changer le quotidien des gens, pour changer les choses et pour renouer avec le fil de l'espoir. Or, il est vrai que chaque jour qui passe sans une majorité claire pour les Français, c'est un jour où leurs attentes ne sont pas traitées. Et c'est ça qui me fait mal. Jordan Bardella, justement, Emmanuel Macron, avant d'être élu en 2017, il avait énormément d'espoir et il pensait pouvoir changer les choses en France. On le voit... Il a changé les choses, hein. Il y a plus de dettes, il y a plus de déficit commercial, il y a plus d'insécurité, il y a plus d'immigration. Donc il a changé les choses, c'est vrai, il faut lui rendre hommage d'ailleurs. François Hollande avant, c'était compliqué. Ça, oui. Aujourd'hui, est-ce que la France est gouvernable ? Est-ce qu'aujourd'hui, les hauts fonctionnaires et les institutions ne font pas qu'aujourd'hui, si on ne change pas tout, et on ne reverse pas tout, la France reste ingouvernable et le président et le gouvernement ont vraiment une marge de manœuvre très très réduite. Moi je parle avec des gens qui me disent Emmanuel Macron il ne peut pas faire grand-chose. Oui, mais ça c'est une excuse pour rien faire. Vous pensez ? Vous voyez, parce que si dans toutes les démocraties occidentales aujourd'hui, il y a des partis politiques patriotes qui arrivent au pouvoir et qui arrivent à changer le quotidien de leurs compatriotes et à retracer un cap pour leur pays, alors c'est aussi possible en France. Et moi je veux dire aux Français qui nous regardent ce soir que ce qu'ils vivent, c'est pas une fatalité, c'est la conséquence de choix politiques. Je veux dire, leur facture d'électricité, c'est la conséquence de choix politiques et c'est la conséquence de règles européennes qui empêchent aujourd'hui la France de bénéficier de son parc nucléaire et de bénéficier d'une électricité bon marché. L'insécurité qui gangrène aujourd'hui tout notre pays et qui fait que quand on est une femme à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, dans désormais n'importe quelle rame des transports en commun français, on craint pour sa sécurité, on craint d'être harcelé, on craint d'être insulté. C'est parce que la politique de justice, la politique pénale et la politique notamment migratoire qui est menée en France ne va pas dans le bon sens. Donc, encore une fois, moi je veux dire aux Français qu'on peut encore changer le destin de la France, on peut encore changer les grandes orientations du pays sur la politique d'immigration, sur la fiscalité, sur la tonne de normes aujourd'hui qui pèsent sur les entreprises. Mais notre pire adversaire, c'est peut-être pas Emmanuel Macron. Notre pire adversaire, c'est le temps qui passe. Parce que aujourd'hui, on peut encore changer les choses. Oui, mais... Dans 5 ans ou dans 10 ans, je ne suis pas encore certain que certaines tendances ne deviennent pas irréversibles. Juste, Jordan Bardella, quand on a Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, un proche d'Emmanuel Macron qui sera là si vous êtes au pouvoir demain, ça ne va pas être compliqué de faire passer des lois, de faire passer des choses. Mais bien sûr que ça va être difficile. Ouais. Mais je veux dire, si on n'essaye pas, comment on peut regarder les Français dans les yeux en leur disant on ne peut pas faire autrement ? Or, ça fait 30 ans que les gens qui se succèdent à la tête du pays mènent exactement la même politique. Plus d'impôts, moins de liberté pour les entreprises, moins de pouvoir d'achat pour nos compatriotes, plus d'immigration, plus de transfert de souveraineté et de puissance à l'Union européenne, moins d'argent pour les services publics, moins d'argent pour la santé. On se retrouve dans un pays où les Français payent toujours plus d'impôts chaque jour davantage et se demandent où passe leur argent parce que les services publics sont de plus en plus faibles. Et moi, j'ai dit une chose il y a quelques jours, si demain on arrive à la tête de l'État, je vais mettre en place, sur le modèle de ce que sont en train de faire les Américains, un ministère en charge de l'efficacité gouvernementale qui sera chargé de faire la transparence sur l'utilisation de l'argent du contribuable et de l'argent des Français. Et donc tous les jours, ce ministère sera chargé de regarder ligne par ligne toutes les dépenses de l'État, ligne par ligne, pour permettre aux Français de savoir de ce qu'on fait de leur argent. Et croyez-moi, on va récupérer beaucoup d'argent. Parce que quand on parle de la question de l'Algérie, par exemple, et encore une fois, je ne confonds pas le peuple algérien, les citoyens algériens et le gouvernement algérien. C'est important de le dire. Mais quand j'apprends qu'on donne des millions d'euros chaque année à l'Algérie pour faire des appels à projets pour la gestion de l'eau en Algérie, par exemple, alors que de l'autre côté, dans nos territoires d'outre-mer, aux Antilles ou à Mayotte, il y a un Français sur 3 qui n'a pas accès à l'eau potable, eh bien je tombe de ma chaise. Lorsqu'on apprend qu'on finance, par exemple, avec l'argent des contribuables français, les bourses des étudiants algériens en France, je me dis qu'il y a beaucoup d'argent qui est gaspillé et cet argent, il doit revenir dans les poches des Français par des baisses d'impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises françaises. Donc, croyez-moi, avec un peu de bon sens, avec beaucoup de patriotisme et avec la connaissance de ce que les Français ont au fond du cœur, on peut faire beaucoup mieux et on peut faire différemment de ce qui est fait depuis 30 ans. Et je pense
que ça n'est pas terminé pour la France. Juste, Richard Ferrand, c'était le moins pire? C'est ce que vous avez dit, en fait. Là aussi, je pense qu'on a été un peu victime d'une fausse polémique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous avez laissé, alors je dis, Jordan Bardella, les gens ont dit, ils ont laissé passer Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, peut-être pour arranger derrière les affaires de Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, mais d'abord, c'était le moins pire. Mais d'abord, c'est pas que non seulement je vous dis ça. voilà. Je veux dire, nous n'avons pas la possibilité de gouverner ou de présider la France au moment où on se parle. Ouais. Donc, je veux dire, c'est pas nous qui choisissons le président du Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est vrai qu'entre M. Ferrand, M. Dupond-Moretti ou Mme Taubira, à un moment donné, il y en a peut-être l'un des trois qui n'est pas mieux, mais qui est peut-être moins pire. J'avoue que là, le choix, c'était les trois? Non, c'était Philippe Bas, oui, c'était les noms, les noms qui circulaient, parce que si Ferrand avait été rejeté, il aurait fallu un nom qui reçoive l'approbation aussi des forces de gauche. Éric Dupond-Moretti ne peut pas y aller au théâtre. Et évidemment que derrière, il y a le risque que ce soit pire. Donc, dans One Man Show, le jour où on sera à la tête de l'État, on choisira le président du Conseil constitutionnel, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. À un moment donné, je dis aux Français, on est dans l'opposition, on arrive à avoir beaucoup de choses. Et je veux dire, pardon, mais depuis 6 mois, on a réussi à avoir des victoires concrètes. Si, au mois de janvier, 24 millions de Français ont reçu un mail de la part d'EDF en leur indiquant que leur facture d'électricité allait baisser de 15%, c'est à cause de la censure et c'est à cause du vote des députés du Rassemblement national, parce que c'est nous qui avons obtenu cette concession auprès du gouvernement. Idem pour la réindexation des pensions de retraite en début d'année 2025, idem pour le non-déremboursement des médicaments. Donc voilà, je veux dire, aujourd'hui, on est peut-être dans cette dernière marche qui nous sépare du pouvoir. Mais je veux dire aux Français, essayez-nous et ensuite vous nous jugerez. Arrêtez d'écouter ceux qui vous font peur et arrêtez d'écouter ceux qui surfent sur les peurs pour rester en place. Parce que vous voyez bien que quand on est au second tour, que Macron appelle à voter Mélenchon, que Mélenchon appelle à voter Macron, après s'être combattu pendant des années, on voit bien là qu'il y a un système qui souhaite rester en place et qui est effectivement aidé par sa meilleure béquille qui s'appelle la France insoumise. On va revenir sur toute l'actu. Si je peux faire une petite aparté, je suis content de voir que notre ami Thomas Deguenet est beaucoup moins agressif avec Jordan hors antenne qu'à l'antenne. Il est venu discuter plus gentiment. Ah oui, il faut dire les choses. J'aime bien dire les choses. Ça s'appelle la politesse. J'ai rien de personnel contre M. Bardella. On se connaît pas d'ailleurs. Non, mais on se comprend. Non, mais je ne le déteste pas à titre personnel. Je l'ai vu pendant la pub. Ah oui, c'est sûr. Donc il est même plutôt bien, j'ai l'impression. Ah oui. Je crois qu'il allait lui faire un bisou à la fin. J'ai cru qu'il allait lui faire un bisou. Non, je ne vais pas lui faire une moutielle si c'est ça ta question, mais au moins il est poli, on peut discuter. Ça, voilà, c'est bien de le dire. Voilà, merci. C'est bien en plus, c'est bien. Mais avec un député qui pose problème, je le répète. C'est bien. On va parler de toute l'actualité. Vous avez vu on menace de démembrer mes enfants, une ancienne ministre menacée de mort après avoir parlé de Rima Hassan. C'est Prisca Thévenot, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et encore une fois, de la France insoumise. J'ai vu des députés qui me disaient on est angoissé, on est stressé d'aller à l'Assemblée. Dès qu'on croise des mecs de la France insoumise, ils nous font des regards. Oui, mais pardon, excusez-moi. Oui. Je veux dire. Oui, je sais ce que vous allez dire. Non, vous allez dire, ils ont. Non, mais alors, d'abord, j'ai des principes et je les applique à tout le monde. Donc, quand il y a une députée, en l'occurrence Prisca Thévenot, qui est menacée de cette manière avec des propos aussi dégueulasses, soutien total. Voilà, d'abord, c'est dit, c'est clair, soutien total. Oui, c'est normal. Mais pourquoi est-ce que ces gens de la France insoumise qui menacent de mort, qui insultent, qui alimentent la haine dans notre pays et la division, sont-ils à l'Assemblée nationale? Parce que les macronistes aux élections législatives ont préféré faire élire les amis de M. Mélenchon plutôt que de me laisser accéder à Matignon. C'est ça la réalité. Et donc, ils déplorent aujourd'hui celle-là, c'est sûr. Les effets dont ils ont chéri les causes quelques mois plus tôt. On rappelle que vous avez dit, c'est invraisemblable. Soutien total à Prisca Thévenot. Évidemment, soutien total. Mais après. Et Rima Hassan, pardon, mais Rima Hassan, moi je la vois, elle siège en face de moi au Parlement européen. C'est Rima Hamas, c'est la porte-parole du Hamas, c'est la porte-parole de la haine d'Israël et son discours, les propos qu'elle tient, les menaces de mort qu'elle profère, non seulement contre des députés, mais il y a quelques jours, je crois que même M. Bellamy des Républicains a porté plainte contre Rima Hassan, sont absolument inacceptables et inadmissibles. Et son discours, il contribue évidemment à alimenter la haine dans notre pays, mais c'est ça la France insoumise aujourd'hui. Je parlais à un député, plusieurs députés, ils me disent dans les couloirs de l'Assemblée, quand ils arrivent, quand ils croisent des mecs de la France insoumise,
Les mecs leur font des regards très très agressifs, ils bombent le torse, c'est vraiment limite. Ils essaient de nous intimider. Exactement, oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je passe dans les couloirs de l'Assemblée ou du Parlement européen, vous avez des types de la France insoumise qui viennent vous chauffer avec le téléphone à la main en cherchant à créer l'incident. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements j'allais dire de voyous, mais c'est un peu boomer comme expression, mais ils ont des comportements de racailles, de cité, et ils se comportent extrêmement mal parce que leur but, encore une fois, c'est pas d'apporter des réponses aux problèmes des gens, c'est de faire imploser la société française et c'est de créer une fragmentation dans le pays. Donc leur objectif, c'est le désordre, le chaos et l'insurrection dans le pays. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, la France insoumise et la gauche, parce qu'en réalité, on l'a vu, je veux dire, au premier coup de sifflet lorsqu'il y a des élections, tous les partis de gauche, y compris M. Glucksmann et le Parti socialiste, qui est plutôt le porteur d'un discours un peu plus modéré à gauche, se remettent derrière la bannière de la France insoumise pour les élections. Et c'est extrêmement dangereux. Et je pense qu'il représente aujourd'hui un danger très, très dur pour nos libertés. Demain, si ces gens-là arrivent au pouvoir, ils nous mettent tous au goulag. Hein. Et vous aussi, d'ailleurs, je pense. Ah bah moi, le premier. Moi. On sera ensemble, à mon avis. Premier, bah oui. Hein. Moi, le premier. Moi, je pense que je suis le premier. Moi. Je suis le premier. Moi, bon, je ne serai pas très loin derrière. Ouais, oh, bah oui. Je pense deuxième, je pense. Hein. Même premier, égalité. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, quand on a vu Jean-Luc Mélenchon et l'attitude qu'il a eue avec ce journaliste... Monsieur Letellier, on va en parler dans un instant. Il baffe. C'est incroyable, hein, c'est fou. On va en parler après, ce sera le dernier sujet. Un manuel de survie en cas de crise ou de conflit armé va être envoyé à tous les foyers français. Alors j'ai vu le manuel de survie. On va pas aller loin avec ça. Hein, vous allez voir, regardez ça et on va en parler après. Je vais voir ce qu'en pense Jordan Bardella. Regardez. Le gouvernement prépare un manuel de survie à l'intention des Français. Jean-Baptiste Marty. Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence comme celui des pompiers ou celui de la police sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie intitulée « S'engager » incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table, soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Bon en fait c'est un truc pour aller faire un pique-nique. Hein. Coloriage. C'est du coloriage. On parlait des dépenses... Oui. D'argent. Ça, c'est... Et donc, l'État dépense, voilà, je dis aux Français, l'État dépense votre argent pour vous envoyer un manuel dans lequel on va vous recommander de fermer la porte s'il y a une menace nucléaire demain et d'avoir des bouteilles d'eau chez vous. Donc, voilà à quoi sert votre argent. Il y a aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a quelques jours, on a une de ces nombreuses agences publiques qui est payée par l'État, qui est payée par l'impôt de ceux qui nous regardent, qui s'appelle l'ADEME, qui s'occupe des sujets liés à l'environnement, au développement durable, et qui a fait une campagne de pub qui a coûté beaucoup d'argent, encore une fois payé avec de l'argent public, qui indique aux Français combien de fois par semaine il faut laver ses chaussettes, son jean, ses slips, ses t-shirts. Voilà, donc voilà à quoi sert votre argent. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'économies à faire dans la dépense de l'État. Je préférerais par exemple qu'on baisse un petit peu les taxes sur l'essence. Je pense que ça serait un peu plus utile pour les gens. Bruno Retailleau, on va parler de la crise avec l'Algérie. Vous en avez dit un mot il y a un instant. Moi, il m'est arrivé un truc aussi. C'était mon coup de cœur la semaine dernière. J'ai un jeune homme qui m'a arrêté la semaine dernière et qui m'a dit « Cyril, nous, les Algériens, on t'aime. Pourquoi tu dis du mal des Algériens ?» Je voudrais dire comme Jordan Bardella, ça n'a rien à voir avec les Algériens, je le dis souvent. À la limite, les Algériens sont plus malins que nous, hein, parce qu'ils ne veulent pas récupérer leurs OQTF, ils ne veulent pas récupérer les mecs dangereux. Non, mais j'ai aucun problème avec les Algériens, au contraire. Voilà, mais c'est ça va faire rire. Je parlais du gouvernement algérien et des relations franco-algériennes qui font qu'aujourd'hui, voilà, on a des gros problèmes on est en crise avec l'Algérie, notamment sur les OQTF. Et c'est vrai que voilà, ça pose problème. Mais vraiment, les Algériens, au contraire. Donc je lui ai dit que je l'aimais, il est reparti. Voilà, on va venir à manger ensemble prochainement. Voilà, donc tout va bien. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que pourquoi Emmanuel Macron ne tape pas du poing sur la table avec le président algérien ? C'est quoi le problème en fait ? C'est la grande incompréhension. On a un président de la République qui est fort et dur avec Poutine et qui est faible, docile et soumis avec Tebboune. C'est ça. Le président algérien. C'est invraisemblable, mais ça participe d'une forme de repentance dans laquelle se place
la France depuis très longtemps à l'égard de l'Algérie. Vous vous souvenez, il y a quelques années, pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron, il était allé à Alger indiquer que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Ouais. Et depuis, c'est vrai que les relations avec l'Algérie n'ont fait que se dégrader. L'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Et il faut que maintenant le régime algérien, et encore une fois, je ne confonds pas le régime avec le peuple algérien, comprennent qu'on leur a donné leur indépendance. Maintenant, il faut qu'ils nous donnent la nôtre. Et donc, on doit parler d'égal à égal. Et si l'Algérie ne souhaite pas coopérer, notamment sur le retour de gens qui posent problème dans notre pays, il y a des exemples mais invraisemblables tous les jours. On se souvient il y a quelques jours du drame de Mulhouse, où l'un de nos compatriotes a été attaqué au couteau par un islamiste étranger, algérien, sous OQTF, qui n'avait rien à faire sur notre sol. Il avait été refusé par l'Algérie à 10 reprises. Donc, c'est très simple. Je veux dire, l'Algérie ne veut pas coopérer diplomatiquement avec la France comme n'importe quel autre pays, passe son temps à insulter la France, à insulter la mémoire, l'histoire de France, détient dans ses geôles un écrivain franco-algérien, Boualem Sansal. Donc, il faut prendre des mesures. Il faut arrêter de parler de riposte graduée. Je veux dire, il y a des accords, notamment les accords de 68, qui facilitent l'immigration et l'installation algérienne en France. Il faut supprimer ces accords. Deuxièmement, pas un titre de séjour. Pas un titre de séjour ne doit être délivré à un ressortissant algérien tant que l'Algérie refuse de récupérer ses OQTF. Troisièmement, il faut suspendre l'aide au développement et l'argent public qu'on donne chaque année à l'Algérie. Et puis, il faut peut-être accessoirement empêcher les dignitaires et les responsables algériens de venir se faire soigner en France aux frais de la princesse. Je veux dire, si l'Algérie ne veut pas coopérer, alors à ce moment-là, il faut prendre des sanctions. Mais c'est vrai que la voix de la France aujourd'hui, dans le monde et en Europe, c'est complètement éteinte avec Emmanuel Macron. Historiquement, la gauche a toujours été très proche de l'Algérie. Historiquement, la droite a toujours été plus proche du Maroc. Et Emmanuel Macron, lui, il a réussi l'exploit de nous fâcher avec les deux. Il faut quand même le faire. On n'est pas fâché avec le Maroc. Hein. On a été fâché avec le Maroc. Maintenant. On a été fâché avec le Maroc. Et puis ils ont été faire du quad. Bon, on a été fâché avec le Maroc pendant très longtemps, ce qui pose problème parce que le Maroc est un grand pays. Et moi, je pense que dans ces débats Est-Ouest qu'on se pose souvent, il ne faut pas oublier le Sud, ce qu'on a appelé pendant très longtemps le Sud global. Et moi, je pense qu'une partie de notre avenir, qu'une partie des investissements, des dialogues que nous devons avoir, notamment pour régler les problèmes de développement, pour juguler les problèmes d'immigration, c'est avec un certain nombre de pays d'Afrique, de pays du Maghreb, qui sont des grands pays avec des grands peuples. Il faut qu'on réussisse à recréer une diplomatie française qui soit libre, autonome, indépendante. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, quand on reçoit Emmanuel Macron, en fait, on reçoit le collaborateur de la présidente de la Commission européenne. Et j'aimerais qu'on s'inspire de ce qu'a été la doctrine du général de Gaulle pendant très longtemps en matière de politique étrangère. La France, ça doit être un pont entre toutes les grandes puissances. Ça doit être le leader, le pays leader des pays non alignés. Et là encore, je pense que la France doit être en paix à l'intérieur et respectée à l'extérieur. Compétition sportive universitaire, accompagnatrice scolaire. Le débat autour du voile divise au gouvernement. Gérald Darmanin a annoncé qu'il voulait interdire le port du voile dans les compétitions sportives. Sinon, si on ne le suivait pas, il a même menacé de démissionner, le garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je pense que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société française. Je pense que le voile est utilisé aujourd'hui comme un étendard par les fondamentalistes islamistes, qu'il est une marque de discrimination et de séparation entre les hommes et les femmes, qui dit quoi qu'on en dise, qui signifie quoi qu'on en dise, que la femme n'est pas l'égale de l'homme, parce que précisément elle doit dissimuler une partie de son corps. Il y a beaucoup de pays où les fondamentalistes islamistes sont arrivés au pouvoir. La première mesure qu'ils ont engagée avant de restreindre les libertés des femmes, c'est de généraliser le port du voile. Donc moi, je suis philosophiquement, intimement opposé au port du voile. Je pense que la loi de 2004 qui s'applique aujourd'hui à l'école et qui prohibe les signes religieux à l'école devrait être étendue aux bâtiments de la sphère publique, notamment les bâtiments publics, les accompagnatrices scolaires, l'université, parce que, encore une fois, on est face aujourd'hui à un communautarisme islamiste qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir la société française et y imposer l'ensemble de ses interdits. Bon, la France, ça n'est pas l'Arabie Saoudite, et en France, la femme est l'égale de l'homme, c'est la culture française, c'est la culture européenne, et je crois que dans le sport, le voile n'a pas sa place non plus. Mais vous ne voulez pas interdire le voile quand même, rassurez-moi. Si, je pense que la loi de 2004 qui interdit... Dans la rue, les femmes n'auront pas le droit de mettre le voile. La rue, c'est une étape, je dirais, lointaine, mais je pense qu'au moment où on se parle, la loi de 2004
la loi sur la laïcité à l'école, qui interdit aujourd'hui de porter des signes religieux ostentatoires à l'école, devrait être interdit à tous les bâtiments. On a une mission de service public, les bâtiments des mairies, des administrations publiques. L'université, si c'est interdit à l'école, je pense que ça doit être interdit à l'université parce qu'il y a beaucoup d'entrisme islamiste à l'université. Et je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus reculer. Je veux dire, la République et la laïcité ne peuvent pas reculer ad vitam aeternam. Je veux dire, on est les héritiers d'un concept qui s'appelle la laïcité, mais on est aussi les héritiers d'une vision de la femme. Et je considère que le voile est rétrograde. Vous n'êtes pas d'accord sur les universités? Non, non, moi je pense qu'effectivement, je peux vous entendre complètement sur les compétitions sportives et sur l'absence de signes religieux ostentatoires à l'école. Mais à partir du moment où on accède à l'université, il s'agit de jeunes gens qui sont majeurs, qui savent ce qu'ils font. Et là, moi, je ne vous suis plus. Là, voilà. C'est pas grave, on va faire un bout de chemin ensemble. Et puis aucun problème. Et dans l'espace public, je pense que il faut laisser dans l'espace public. Il y a des sondages qui ont été faits ces dernières années, et globalement, il y a 60 à 70% des Français. Je pense à un sondage CSA qui avait été fait par CNews, me semble-t-il. 60 à 70% des Français qui est pour l'interdiction du voile dans la sphère publique. Donc, comment vous expliquez que nos compatriotes qui sont musulmans, ils ont l'impression toujours que la laïcité est islamophobe, en fait, qu'elle est toujours contre eux? Ils se sentent particulièrement ciblés et visés. Ils en souffrent dans leur chair, vraiment. Je ne crois pas. Je pense que ce sont des associations politisées qui laissent à penser que la laïcité est islamophobe et qui se servent de ce concept pour mettre des cibles sur le front de tous ceux qui se font l'étendard de cette laïcité. Ça a été le cas avec Charlie Hebdo pour le délit de blasphème. C'est le cas au quotidien avec des responsables politiques, avec des journalistes, avec des juges qui vivent sous protection policière parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes et parce que je crois qu'aujourd'hui, les radicaux ont gagné la bataille. Quand on voit qu'il y a 40%, je crois, il faudrait vérifier, c'est les chiffres de l'IFOP, un sondage qui avait été fait pour Charlie Hebdo, près de 40% des jeunes de 18-24 ans qui ne condamnaient pas totalement les attentats, vous vous en souvenez, qui n'avaient pas fait les minutes de silence et qui considèrent, s'agissant des 40%, que la charia est supérieure aux lois de la République, on voit bien qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, où c'est vrai que l'islam devient une religion majoritaire. Moi, je l'ai vu, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de quartiers en Seine-Saint-Denis où aujourd'hui, l'islam est devenu une religion majoritaire et où c'est vrai, des Français de confession musulmane qui respectent les valeurs de la République, qui bossent, qui travaillent, qui combattent les dérives radicales, qui combattent les trafics de drogue, eh ben, c'est vrai qu'eux sont un peu étouffés par les radicaux qui, aujourd'hui, ont pris le pouvoir. Et ils prennent le pouvoir par des outils, par un militantisme qui se fait par les associations, par les mosquées radicales, par des prêches en langue étrangère et aussi par le port du voile pour les femmes. Je veux dire, l'islamisme est pour moi le plus grand péril qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Un sondage en direct, faut-il interdire? Dans les compétitions, 93%, 12,6% de nos téléspectateurs sont pour. Oui, Polska, vous vouliez dire quelque chose? Oui, j'ai une question. Oui, bah allez-y. Alors ma question, c'est, je vous vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple, là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les Maghrébins et les musulmans, et je ne vous ai pas vu tweeter dessus, et j'aimerais savoir pourquoi. Le niveau de violence et d'insécurité dans notre pays est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à un compte de revue de presse. Pourquoi c'est plus rare envers du coup, les actes islamophobes? Je ne fais pas de tri, moi. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par le racisme anti-blanc que subissent beaucoup de nos compatriotes dans certaines banlieues. Je sais que M. Guénolé va me dire que c'est faux. Heureusement que Gilles Verdez n'est pas là. C'est pas ça, c'est un feu de paille, un feu de forêt, c'est pas comparable. Voilà, mais écoutez, moi, je ne sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que le racisme anti-blanc... Oui, enfin bon. Oui, je vis dans j'imagine. Non, je vis dans un quartier populaire. Oui, dans les Hauts-de-Montreuil. Au Pré-Saint-Gervais, à Montreuil. Non, j'habite dans le Hauts-de-Montreuil. Voilà, dans le Hauts-de-Montreuil. Pas dans le bas avec les cités, mais dans le Haut. J'habite littéralement dans un quartier sensible. Très bien. Désolé. Alors, à mon avis, ce qui est sensible dans le quartier, c'est vous. Pas vraiment, non. Mais juste pour un influenceur qui s'est fait descendre à 2 rues de chez moi. Merci. On ne t'entend pas. Apprenez à faire de la télé. Apprenez à faire de la télé. Quand le public applaudit ou quand le public oui, c'est vrai. En fait, on ne vous entend pas. C'est juste le béaba de la télé. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, restez dans la politique. J'ai été déjeuner. Non, restez dans la télé, vous êtes meilleur. Ouais, c'est mieux. J'ai été déjeuner chez lui, c'est un coin super bobo. Alors là, c'est super chic. Arrête de te dire des conneries. Ah, bah si. C'est chic. C'est sûr. On peut répondre à Pascal. Non, mais sinon, je vous laisse. Allez-y, non, mais c'est parce qu'on a café. Non, mais c'est sympa que vous soyez là. Allez-y, continuez. Combien il y a eu de morts
lié au fondamentalisme islamiste depuis 15 ans en France. Combien il y a eu de morts de l'islamophobie en France? Bon, on doit être à 250 contre 0. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des combats qui sont prioritaires aujourd'hui. Maintenant, il faut condamner toutes les formes d'amalgame, toutes les formes de racisme, toutes les formes de haine, toutes les formes de violence. Mais à partir du moment où on a un État qui est faible, qui ne fait pas respecter la sécurité en France, c'est vrai que ça peut ouvrir la porte derrière à des attaques ad hominem. Alors, on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Avant d'avoir 3 questions, la question de Fabien notamment. Moi, j'aurais une question à vous poser. Hier, il était en meeting à Brest. Il a une nouvelle fois parlé de l'affiche, la France Insoumise, pour le 22 mars, pour la marche contre les Juifs. C'est ça. Hein. C'est la marche contre les Juifs, le 22 mars. J'ai vu qu'il y avait des artistes calés. Blanche Gardin, etc., qui vont faire la marche contre les Juifs. C'est le 22 mars. Donc, bravo à ces artistes qui continuent à travailler, bizarrement. Donc, hier, il était en meeting à Brest. Il a été assez virulent dans ses propos. Regardez, Jean-Luc Mélenchon, dès qu'il sent qu'il est acculé, là, ça y est, il perd ses nerfs, et là, c'est de pire en pire. Regardez. Avec les mots du racisme. C'est moi qu'on a essayé de tuer 2 fois, dont on a saccagé la maison. C'est nous qui sommes les racistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et parce que j'ai dit, ça suffit sur un plateau de télé, parce que j'en avais jusque-là. Et comprenez-moi bien, regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés, qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissées leurs grands-parents. Ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. On n'est pas au courant. On ne sait pas. D'accord? 7 jours, ça a duré. Ça fait 7 jours qu'ils nous cassent les pieds avec un visuel qui n'est plus aujourd'hui diffusé que par l'extrême droite et les journalistes. Il est incroyable. C'est son propre visuel, maintenant il dit qu'il est diffusé par l'extrême droite et les journalistes. Quand il y a des journalistes, et j'ai vu pas mal de gens, et des gens même de gauche, qui disaient aujourd'hui l'extrême droite c'est l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je pense que M. Mélenchon et son mouvement sont des incendiaires qui, par opportunisme, cherchent non seulement à souffler sur les braises, et notamment celle du 7 octobre, mais à nourrir l'antisémitisme. Parce qu'en fait, M. Mélenchon, il se dit que en remplaçant notamment le drapeau français par le drapeau de la Palestine, en se faisant l'étendard à la fois de la contestation, mais on n'est même plus d'ailleurs dans la contestation de la politique du gouvernement israélien, on est dans un antisémitisme assumé. Je veux dire, quand ces députés expliquent que le Hamas, qui a mis des bébés dans des fours, qui a lapidé, tué, égorgé des femmes et des enfants à la frontière israélienne le 7 octobre 2023, je veux dire, là, on est dans la contestation des faits, on est dans la contestation de la réalité, et on nourrit un antisémitisme en pensant flatter des électeurs de banlieue, en pensant flatter les banlieues islamisées, et en se disant, au fond, que le seul moyen que M. Mélenchon a d'arriver au second tour de la prochaine élection présidentielle, c'est d'avoir le vote des banlieues. Et je trouve que cette stratégie, je mets des guillemets à tout ça, parce que je pense que c'est ce qu'il a en tête, elle est extrêmement dangereuse. Et je pense que le projet de l'extrême gauche, et notamment le projet de M. Mélenchon, je pense que c'est la guerre civile. Je pense qu'ils se battent pour opposer les Français les uns aux autres, pour créer des tensions, pour alimenter la haine, et in fine pour créer à la fois le désordre, l'implosion des institutions et la guerre civile en France. Et donc moi, je me bats contre ça, et je peux vous dire que j'en veux énormément aux macronistes qui ont fait élire leurs candidats, M. Boyard, M. Léaumont, M. Delogu, le grand intellectuel, le grand penseur. Spécialiste de géographie. Spécialiste de géographie. Bon, histoire, lui, c'est je veux dire, voilà, on en est là aujourd'hui, quoi. Alors, justement, parce qu'on parle de la France insoumise, mais est-ce que la France insoumise... Qui devrait s'appeler la France islamiste, d'ailleurs. C'est ce que disent certaines personnes. Juste, on sait que Jean-Luc Mélenchon, on le sait, son plan pour 2027, c'est d'essayer d'être au 2e tour face à Marine Le Pen. Et il pense que c'est la seule chance qu'il a de devenir président de la République. Vous, est-ce que pour vous, Marine Le Pen... Mais je pense qu'il ne le souhaite même pas. Si, non, si, après peut-être aussi... Je pense qu'il ne veut pas être président de la République. Je pense que le projet des gens d'extrême gauche, parce que c'est même plus des gens de gauche, ce sont des gens d'extrême gauche, c'est le chaos, c'est le désordre. Et c'est de, quoi qu'il se passe, de contester le résultat des urnes et de jouer un 3e tour dans la rue. Oui, et vous verrez d'ailleurs, et moi je l'ai vu, souvenez-vous, aux élections législatives d'ailleurs, ils avaient indiqué, M. Mélenchon en tête, que si nous gagnions les élections et si je devenais Premier ministre, il y aurait un 3e tour dans la rue et qu'ils appelleraient au blocage. Ça, donc, il l'avait dit. Voilà, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il faut qu'on ait conscience de qui sont les adversaires aujourd'hui de la République, de qui veulent du mal à la France et aux Français.
Et à partir de là, ça clarifiera beaucoup de choses dans la vie politique. Vous pensez que Marine Le Pen peut gagner face à quelqu'un d'autre que Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour? Oui, je pense. Parce que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent aussi Mélenchon, Marine Le Pen, c'est la seule chance de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir. Je veux dire, il y a 2 ans, le Rassemblement national, en 2022, avant les législatives, on avait 6 députés. On a fait 3,5 millions de voix aux élections législatives. Il y a quelques mois, en juillet dernier, on a fait 11 millions de voix aux élections législatives. Donc, je veux dire, chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du pouvoir. Oui, mais juste... Donc, je pense que nous pouvons gagner, je pense qu'elle peut gagner, et je pense que nous finirons par gagner. Juste, Jordan Bardella. Alors, en tout cas, je vais vous dire, moi, je ferai... Vous étiez là aux législatives, il y a pas mal de gens aussi qui disent... Qu'est-ce que vous dites à vos électeurs qui disent aux législatives, on avait tout pour gagner, et on n'a pas gagné, on ne gagnera jamais? Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que ce n'est pas au moment où on s'approche de la dernière marche qu'il faut lâcher prise. Voilà. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que pour nous, c'est plus difficile que pour les autres. Vous avez pris un coup sur la tête après le deuxième tour. J'ai pris un coup sur la tête parce que je sortais de 2 campagnes qui étaient éreintantes. 8 mois de campagne européenne où on a fait un score historique. Les élections législatives dans la foulée. Donc, je veux dire, physiquement, on n'est pas des robots. À un moment donné, on est un peu éreinté. Mais je veux dire, l'espoir et la foi, la fougue que nous donnent les Français, c'est ça qui nous fait tenir. Et en tout cas, moi, je n'arrêterai pas tant que nous n'aurons pas fait du bien à la France et aux Français. Et je pense, au fond, que rien ne peut arrêter un peuple qui s'est remis à espérer. Oui, des questions. Alors, après, on finira par parce que je pense que c'est... Oui, qui a une question à poser? Oui. J'ai 2 petites questions. Donc, première question, qu'est-ce que vous feriez de l'ARCOM et de France Télévisions si ou quand vous serez au pouvoir? Et deuxième question, rapidement, est-ce qu'on n'a pas déjà trop donné de souveraineté à l'Union européenne? On est totalement soumis. Et comment faire? Vous parliez tout à l'heure de la souveraineté française et du général de Gaulle. On n'est plus du tout là-dedans. On voit qu'on est dans une fuite en avant, même avec l'Union des marchés de capitaux, l'Europe de la défense. On est dans une fuite en avant vers une Europe fédérale. Et comment vous feriez pour arrêter tout ça? Oui. Ce qui est ahurissant, c'est que l'Union européenne utilise toutes les crises. À chaque fois qu'il y a une crise, l'Union européenne l'utilise pour s'approprier des compétences qui ne sont pas les siennes. En 2015 et en 2024, il y a eu 2 crises migratoires. L'Union européenne en a profité pour absorber la compétence migratoire. Pendant la crise sanitaire, l'Union européenne a utilisé cette crise mondiale pour s'approprier la compétence de santé. Et on voit là que sur l'autel de la guerre en Ukraine et de la nécessité de négocier la paix, l'Union européenne utilise cette période pour s'arroger une compétence qui ne sont pas les siennes. Moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque fois que l'Union européenne touche à quelque chose, c'est une catastrophe. Ils ont touché à l'agriculture, ça a été une catastrophe. Les agriculteurs sont dans la rue. Ils ont touché à l'industrie, à l'énergie, ça a été une catastrophe. Ils ont touché à l'automobile. On a perdu 40% de notre filière automobile qui a été un fleuron industriel français et européen depuis 2017. Donc, je pense qu'on doit aller vers une Europe des coopérations entre États. Et je pense surtout que la France doit réapprendre à défendre ses intérêts en Europe. Il n'y a aucune raison que des pays au sein de l'Union européenne, on pourrait citer l'Italie par exemple de Giorgia Meloni, réussissent à défendre leurs intérêts, ou même l'Allemagne d'ailleurs. Je veux dire, quand l'Allemagne refuse de surtransposer des normes qui sont pénalisantes pour des filières industrielles entières ou pour leurs entreprises, l'Allemagne ne surtranspose pas. Le problème de la France, c'est que non seulement nous ne défendons plus nos intérêts en Europe, c'est que nous faisons du zèle en voulant être les premiers de la classe et en surtransposant à outrance tout ce qui est décidé par le Parlement européen. Et on oublie que c'est nous qui payons. Genre, les Français ne doivent pas oublier que la France est l'un des premiers pays contributeurs nets au budget de l'Union européenne et que si la France arrête de payer, il n'y a plus d'Union européenne. Donc, pourquoi ils ne le font pas actuellement? Mais parce que si Emmanuel Macron, je pense, a bien une conviction, c'est celle de l'Europe fédérale. Et je veux dire, c'est même plus l'Europe fédérale, c'est un État unitaire européen. C'est les États-Unis d'Europe qui consistent non plus à transférer de la souveraineté, mais à transférer de la puissance. Et on le voit bien là sur les questions de défense. Je veux dire, c'est pas à la présidente de la Commission européenne, qui n'a été élue par personne, si ce n'est validée par le Parlement européen, de décider si des soldats français avec un drapeau de l'Union européenne doivent aller mourir en Ukraine ou mourir sur des théâtres d'opérations extérieures. Et je peux vous dire, parce que vous avez mentionné la question de la défense, que si on avait eu une Europe de la défense depuis 3 ans et que si on avait eu une armée européenne, on aurait été en guerre avec la Russie depuis 3 ans. Or, la Russie est une puissance nucléaire et il n'y aurait rien de pire qu'un pays comme la France et comme la Russie, que 2 puissances nucléaires dans la période que nous connaissons, se regardent face à face. Il est venu Quant à l'audiovisuel public, je suis pour la privatisation de l'audiovisuel public. Bien sûr. Il est venu juste pour vous poser une question. Donc, j'ai une question, parce qu'après, il doit partir, importante. Et puisque tout finit par des chansons, vous savez qu'en ce moment, la chanson française est en réel danger. Elle est menacée, les auteurs-compositeurs sont menacés par l'intelligence artificielle. Vous savez que Céline Dion, on lui a fait un album de 14 chansons qui n'est pas d'elle.
mais qui est copie conforme de sa voix, de sa vibration, de ses chants. Et voilà. C'est pas André Manouchian, là. Non. Et moi, je voulais savoir quelle est votre solution, parce que c'est un sujet immense qui concerne des millions de Français, auteurs, compositeurs, et ceux qui jouissent aussi de la musique. Ça leur fait du bien. Quelle est votre solution à ça? Par exemple, un problème de demain. Goldman a défendu, Zazie, un vrai problème. Et les artistes ont raison de se battre pour que la loi, que la réglementation puisse protéger les droits d'auteur. Et il faut évidemment le faire. Maintenant, l'intelligence artificielle, c'est peut-être l'un des plus grands défis qui va se poser, non pas seulement à la France, mais au monde. Et le véritable clivage demain seront entre les nations qui maîtrisent l'économie de la connaissance et ceux qui ne maîtrisent pas l'économie de la connaissance. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe passe son temps à réglementer des technologies comme l'intelligence artificielle avant même que des initiatives, avant même que des technologies se créent. On est les spécialistes de la réglementation. Et aujourd'hui, le drame, c'est qu'on a le capital humain, on a les génies de l'intelligence artificielle qui sont embauchés par Google, par les grandes puissances. Je veux dire, la France a tous les atouts pour réussir au XXIe siècle. On a tous les atouts pour être une grande puissance numérique, une grande puissance technologique. On a les chercheurs, les meilleurs chercheurs en matière d'IA, ils sont formés en France avant d'être embauchés par des entreprises américaines. Mais il faut évidemment qu'on accompagne massivement le développement de l'IA en simplifiant les normes, en permettant aux boîtes, aux startups d'avoir une électricité pas chère, c'est-à-dire de sortir des règles européennes de tarification des prix de l'électricité qui fait qu'aujourd'hui, l'énergie en France est chère parce qu'on ne la paye pas au coût de production. L'énergie en France est alignée sur les prix du gaz en Allemagne. Donc, juste pour vous dire très simplement qu'on peut devenir une très grande nation industrielle, qu'il faut évidemment réglementer, et notamment s'agissant de la protection des auteurs, les œuvres, mais il faut aussi permettre aux startups de se développer. Et je pense que demain, on doit être capable de rivaliser avec ChatGPT ou avec DeepSeek. Et surtout, il y a un enjeu, notamment au travers de l'éducation, c'est de rendre nos enfants plus compétitifs que les modèles de LLM aujourd'hui. Et quand on voit aujourd'hui qu'on a beaucoup de gens en France qui sous-performent en maths et qu'il y a des grandes nations comme Singapour ou comme la Corée du Sud où on a des taux exponentiels de surperformance sur les mathématiques, on se dit qu'on a beaucoup de retard et que la guerre pour l'IA est... Deux jours de perdu en matière de guerre technologique, c'est en réalité peut-être 10 ans dans un autre secteur. Jordan Bardella, est-ce que vous trouvez qu'il y a des ministres compétents dans le gouvernement actuel? Si oui, lesquels? D'abord, est-ce que beaucoup de Français sont capables de citer plus, je ne sais pas, 5-6 ministres de gouvernement? Oui, 5-6 ministres. Oui, sans doute à titre personnel, ils ont peut-être des qualités, mais je veux dire, moi, je ne les juge pas à leur CV, je les juge à ce qu'ils font. Or, aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est ce que fait Emmanuel Macron depuis 7 ans. Et je veux dire, même sur l'immigration, je veux dire, moi, je ne peux pas tellement bouger. Vous avez mentionné Bruno Retailleau. En 2024, par exemple, par rapport à 2023, le nombre de visas délivrés aux Algériens a augmenté de 19,7%. Donc, encore une fois... Oui, mais il ne peut pas. Oui, non, il ne peut pas. Il faut partir. Il n'a pas les mains libres. D'accord, alors à ce moment-là, il faut partir. Je pense qu'il va partir. C'est agir ou partir. Bon, je pense qu'il va partir. Je pense qu'on ne joue pas avec la sécurité des Français et peut-être qu'à titre personnel, il est sincère, mais on ne peut pas jouer avec la sécurité des Français. Donc, dernière question, Jordan Bardella. C'est toujours... Alors, il y a les 3 derniers présidents qui sont dans un bateau. Okay. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois? Oui, mais alors là, attention. Il y a Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Vous pouvez en sauver un. Vous sauvez lequel? Je pense que j'ai ma petite idée. Je crois que je ne l'avais pas préparé, ça. Ah oui. on va procéder par élimination. Emmanuel Macron? En fait, ça me gêne de les mettre à l'eau parce que je les combats politiquement. Non, mais ils seront sur du sable. Mais ils sont sur un bateau. Sur du sable. Mais c'est vous qui conduisez le bateau? Peut-être, oui, voilà. Je suis bien, je suis tranquille, ouais. Moi, je pense, en vous connaissant... il paraît que François Hollande est assez sympathique en privé. Ouais, il est marrant. Il paraît qu'il est assez marrant en privé. Donc Nicolas Sarkozy, je suis plus proche de Nicolas Sarkozy. Hein. Donnez la réponse, comme ça sera plus simple. Nicolas Sarkozy. Moi, c'est Nicolas Sarkozy, par exemple. Voilà. Ok. Je vais vous dire, là, je ne suis pas inspiré, Ok. là. Vous allez laisser François Bayrou Premier ministre combien de temps encore? Vous voulez une nouvelle dissolution? Oui. Moi, je souhaite de nouvelles élections législatives à l'automne. Je pense que rien de sain, rien de durable et rien d'efficace pour les gens ne peut émerger de cette situation. Est-ce qu'on ne peut pas rester 2 ans comme ça, quand même là. Il me semble qu'il y a une petite bataille entre Gérald Darmanin et Bruno Retailleau pour savoir qui va partir en premier, qui va faire son coup de communication et dire « je ne peux pas agir, je m'en vais dans un grand numéro de théâtre ».
Donc je ne sais pas. En tout cas, ce gouvernement est sous la surveillance démocratique du Parlement. Et à partir du moment où des lignes rouges sont franchies, évidemment, on n'hésitera pas à censurer. Mais je veux dire, censurer maintenant, alors qu'il ne peut pas y avoir d'élection, pour remplacer un macroniste par un autre macroniste, ça fait beaucoup de bruit sur les chaînes d'infos en continu. Et pour les gens, ça ne change pas grand-chose dans leur quotidien. J'ai un autre petit tu préfères. J'en fais 4 derniers. Okay. Gilles Verdez ou Thomas Guénolé? Tu préfères? Sadique. Gilles Verdez. Merci, je comprends. Je ne suis pas surpris. Attention, BFM ou CNews? Qu'il faut sauver? Non, là, vous préférez qui? CNews. CNews. TF1 ou M6? Vous ne pouvez pas me poser cette question parce que vous êtes partie prenante dans le... Ah oui. J'ai raison, vous êtes en conflit d'intérêt. C'est vous. Je vais dire M6 pour pas que vous soyez sans chaîne à la rentrée. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Ah, et vous adorez les bonbons. Vous préférez les schtroumpfs ou les langues qui piquent? Je sais que vous êtes fan de bonbons. Ah, les schtroumpfs, j'aime bien les schtroumpfs. Ah, je sais. Ouais. J'en étais sûr. Ouais. Mais les langues qui piquent, c'est pas mal aussi. Vous avez eu des bonbons dans vos loges ou pas? Dans votre loge? Oui, merci beaucoup. Je sais que vous venez pour ça. J'ai apprécié. J'ai vu que vous venez pour ça. J'ai apprécié l'attention. J'ai vu, exactement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Vous avez une dernière question? Vous en avez oublié une? Oui, c'est quoi? Célibataire ou en couple? Oh